Grand 5, 1663. Le lancement de l'opération contre la barbarie. En janvier, Bussira Butin rapporte. Après 5 mois de négociations à Rome pour la réparation de l'outrage fait à l'ambassadeur de France, le pape fit enfin prendre un Corse et un sbire au commencement de 1663 et exclut le cardinal impérial. Cette détente avec Rome va permettre le départ de la flotte française pour la campagne de Barbarie. Elle est prévue en 2 temps. Au début mars, le chevalier Paul apparaîtra avec 6 vaisseaux pour tenter encore une fois de s'emparer ou de détruire la flotte barbaresque. Plus tard, lorsque la construction et les essais des nouvelles galères seront achevés, elles iront, sous les ordres du marquis de Terne, rejoindre l'escadre de Paul et, sous le commandement du duc de Beaufort, débarqueront des troupes pour s'emparer de Stora, conformément au plan établi en juin 1662. En février, le lieutenant-général Paul prépare l'appareillage de sa petite escadre de 6 vaisseaux. L'Hercule, navire amiral, le Soleil commandé par Duquesne, le Mercure par Gabaret, le Jules par Fricambault, le Saint-Sébastien par les Arbans et la Victoire par le chevalier de Bious. Une flûte et un brûlot complètent l'escadre. Celle-ci ne comporte que 6 vaisseaux, mais leurs capitaines sont très titrés. Le chevalier Paul est lieutenant-général. Les autres, à l'exception de Bious, simple capitaine de vaisseau, sont tous chefs d'escadre. Paul vit de plus en plus mal l'impuissance manifeste de la royale à combattre les barbaresques. Il n'a plus qu'une seule ambition, réussir quelque action d'éclat contre les corsaires de Barbarie pour redorer un blason terni, lui semble-t-il, par l'insuccès de ses dernières campagnes. En décembre, il a réuni ses capitaines pour leur donner ses ordres. Son discours, qu'il rapporte à Colbert, deviendra une des pages parmi les plus fameuses de l'histoire de la marine française. J'ai déjà dit par avance à tous messieurs les capitaines qui sont ici que Sa Majesté m'avait fait l'honneur de m'ordonner de leur dire de sa part que, lorsqu'ils rencontreront des navires turcs, qu'ils eussent de les aborder hardiment et de les vaincre ou de mourir, et que s'ils manquent de faire leur devoir pour la gloire des armes du roi, que Sa Majesté leur ferait couper le col. J'ai ajouté à cela que si par hasard il se trouvait quelqu'un des navires du roi seul et qu'il fût attaqué de 5 ou 6 navires turcs, ne pouvant éviter, à force de voile ou autrement, leur abordage, de se défendre jusqu'à l'extrémité, et lorsqu'ils se verraient perdus sans ressources, qu'il ne faut point demander quartier, mais qu'il faut mettre le feu aux poudres pour brûler le navire du roi, avec tous les navires turcs qui seront accrochés à lui, et que Sa Majesté aime bien mieux que son navire soit brûlé que s'il était entre les mains de ses ennemis. Paul appareille avec les vaisseaux pour l'Afrique. Quelques jours avant son appareillage pour l'Afrique, Paul écrit à l'Homénie de Brienne. « Je suis en état de mettre à la voile avec 6 bons vaisseaux de guerre et une flûte, avec une ferme intention de ne plus retourner dans les ports de France que je n'ai fait connaître aux corsaires de la barbarie qu'ils ne sont ni invincibles ni imprenables. » Paul est sincère. Il n'a pas oublié ses récentes déconvenues devant Tunis et Alger, mais cette fois-ci, il est certain que l'expédition prévue en Barbarie permettra enfin d'humilier les Turcs d'Alger et que l'implantation d'une base permanente à Stora brisera à jamais l'arrogance de leurs corsaires. Mais cette campagne, comme les précédentes, débute mal. Le 3 mars, l'escadre apparaît pour la Sardaigne. Le vent est favorable mais violent. Dès la première nuit, Paul perd le contact avec le soleil. Le vaisseau de Duquesne a dématé de son grand mât. Ce type d'incident est malheureusement fréquent sur ces navires anciens et mal entretenus. La préparation du soleil sera longue. Duquesne ne ralliera l'escadre de Paul qu'un mois plus tard au large de la Sardaigne. Après avoir conduit la flûte jusqu'à Cagliari, Paul prend en chasse 2 corsaires d'Alger. La poursuite se prolonge 36 heures. Une fois encore, les Turcs plus rapides gardent l'avantage et se réfugient à Tunis.
Le lendemain, 8 mars, un nouveau coup de vent disloque l'escadre. Le Mercure démate et se réfugie à Cagliari pour réparer. Après le retour de vent favorable, Paul décide de faire entrer les 4 vaisseaux qui lui restent dans la baie de Tunis, où plusieurs bâtiments sont mouillés. Des marins et des mousquetaires du roi s'emparent sans difficulté de 2 petits navires, mais pris sous le feu des batteries turques, ils sont contraints de les incendier sans pouvoir récupérer leurs armements ni leurs cargaisons. Pendant 3 mois, l'escadre française patrouille au large de Tunis dans l'espoir d'intercepter quelques navires turcs en provenance de Constantinople. Mais elle ne capture que de malheureuses barques, l'une chargée de blé, l'autre de quelques victuailles qui pourront servir à nourrir les barbares des 2 barques qui sont au nombre de 27. Les rapports officiels ont beau présenter ces coups de main comme des actions d'éclat. Ce début de campagne, comme les précédentes croisières, se solde par un échec. Beaufort, commandant en chef de l'expédition projetée en Barbarie. À Paris, Louis XIV poursuit les préparatifs de l'expédition en Barbarie. Il lui faut maintenant nommer un commandant supérieur des forces maritimes et terrestres qui devront conquérir puis fortifier Stora. Le choix du roi se porte sur l'amiral de France, le duc de Beaufort. Ce choix, fort contestable, sera lourd de conséquences. Le duc a peu de cervelle. Son incompétence en matière maritime est notoire. Sa fatuité, sa morgue, doublée d'une extrême susceptibilité, défaut qui souvent va de pair avec l'ignorance, lui aliène ses subordonnés. Il ne sait ni les consulter, ni leur déléguer la moindre initiative. Comment expliquer le choix du souverain? Lui connaît bien son cousin, qui a passé le plus clair de sa vie à comploter contre lui. Il devient rapidement le chef de son parti et prend la direction de la conspiration qui vise à assassiner Mazarin. Après l'échec du complot, il est, le 3 septembre 1643, emprisonné au château de Vincennes. 5 ans plus tard, il s'en échappe et son évasion, tant de fois racontée par les mémorialistes, va devenir légendaire. Lors des guerres civiles, le duc se range du côté de Paris et des princes ligués contre le roi. Condé, encore fidèle au souverain, assiège la capitale. À l'intérieur, Beaufort, en peu de temps, acquiert un ascendant étrange sur la populace. C'est elle qui lui donne ce surnom de roi des Halles, sobriquet sous lequel ce petit-fils d'Henri IV passera à la prospérité. L'aspect physique du jeune duc explique pour une grande part sa popularité, surtout auprès des femmes, marchandes ou grandes dames, qui vont jusqu'à lui proposer une pension de 60 000 livres. Il est grand, il est bien fait de corps. Son beau visage est encadré de longues boucles blondes qui tombent sur ses épaules. Aux exercices de l'esprit, il préfère ceux du corps. Infatigable, il y excelle. Il est audacieux, son courage est légendaire. Démagogue, il n'hésite pas, afin de mieux séduire le peuple parisien, à loger rue Quincampoix et à se faire nommer Marguillier de Saint-Nicolas-des-Champs. Il adopte le langage populaire. Il formait, nous dit La Rochefoucauld dans ses mémoires, un certain jargon de mots si populaire et si mal placé que cela le rendit ridicule à tout le monde. Ce qui donna lieu de dire, pour l'excuser de ce qu'il parlait avec tant de dérangement et si grossièrement, qu'il fallait bien qu'un roi parlât le langage de ses sujets. La plume de Beaufort n'est guère meilleure que son verbe. Jalles raconte que Beaufort écrivait à Colbert à bord d'un vaisseau, terminait sa lettre en disant « Ce vaisseau roulant, je ne puis mieux vous écrire. » Et Jalles commente « L'excuse tirée sur le roulis était mauvaise. Monsieur de Beaufort n'écrivait pas moins mal à terre qu'à bord. Son orthographe était la plus extravagante qu'on ait jamais vue. Lire ces dépêches longues, verbeuses et surchargées de détails est un travail pénible et rebutant. Où M. de Vendôme avait-il donc fait étudier son fils? Quel percepteur lui avait-il donné? Si le maître était bon, l'écolier fut singulièrement rebelle. Chez lui, le langage est à la hauteur de l'orthographe.
Obscur, il n'a de clarté que pour l'affirmation du dévouement de l'ancien frondeur pour son maître. En 1649, Beaufort se réconcilie avec Condé, passé maintenant à la Fronde. Il combat à ses côtés, à Blénaud-sur-le-Loing, contre l'armée royale qui, le 7 avril 1652, est finalement sauvée par Turenne, lequel, dans une démarche inverse de celle de Condé, a renoncé à la Fronde et a rallié le roi. 2 mois plus tard, le duc est très actif au faubourg Saint-Antoine, lors des combats sanglants qui opposent l'armée du roi à celle de Condé. Au cours de cette même année se produit un épisode plus glorieux que l'histoire du duc de Beaufort. Les relations qu'il entretenait avec son beau-frère, le duc de Nemours, sont difficiles. Les 2 hommes, aussi vindicatifs et violents l'un que l'autre, finissent pour une question de préséance en venir aux mains. Le 30 juillet, au cours d'un duel, Beaufort tue son beau-frère d'une balle dans la tête. Il fait, disait-on de lui, le coup de pistolet mieux que personne au monde. À la fin de 1652, le roi et la régente ont pu enfin rentrer à Paris. La guerre civile s'essouffle. Beaufort se rallie au roi, mais il est exilé. Impatient, il devra pourtant attendre 5 ans son retour en grâce. 3 ans de plus seront encore nécessaires pour que Louis XIV reconnaisse à ce cousin félon la survivance de la charge de son père et pour que le roi des Halles puisse revêtir l'habit d'amiral de France. La Rochefoucauld n'est pas le seul de ses contemporains à se moquer du duc ou à le décrier. L'un mentionne sa présomption, son arrogance vanité. Un autre affirme que son excessive prétention dissimule mal son esprit borné. Sa crasse ignorance, tous s'accordent à reconnaître que son incompétence, son étourderie constante, sa versalité et son manque de courtoisie le rendent absolument inapte à une quelconque responsabilité d'importance. La bravoure est le seul trait de caractère positif reconnu à Beaufort. Même l'audace, vertu que lui prêtaient certains de ses admirateurs, n'est chez lui que témérité. Un couplet satirique datant de la Régence résume l'opinion que ses contemporains ont de lui. Beaufort dans la bataille tonne. On le redoute avec raison, mais à la façon qu'il raisonne, on le prendrait pour un oiseau. La plus sévère des critiques portées à l'époque contre le duc est celle de Retz qui, tout au long de la Fronde à Paris, le manipula à son gré. Dans ses mémoires, le cardinal définira ainsi l'action de Beaufort. « J'avais besoin, dit-il, d'un homme que je puisse dans les circonstances mettre devant moi. Il me fallait un fantôme, et par bonheur pour moi, il se trouva que ce fantôme fut petit-fils de Henri le Grand, qu'il parle comme on parle aux Halles, qu'il eut de grands cheveux bien longs et bien blonds. » Au cours de la Fronde, Beaufort fut donc plus populaire qu'influent. Les principes moraux ne gênent pas Beaufort. Son père, César de Vendôme, ne l'a pas élevé dans cet esprit. Pour s'en convaincre, écoutons les conseils donnés par Vendôme au jeune Loménie de Brienne. À Toulon, où nous débarquions, raconte Brienne dans ses mémoires, je vis le duc de Vendôme, amiral de France, qui me fit un plaisant compliment. Garde-toi bien, me dit-il, sans m'avoir jamais vu que cette fois-là, d'être aussi honnête de bien que ton père. La dévotion n'est bonne à rien. Il faut hurler avec les loups. La galanterie est d'usage. Sois fourbe, scélérat même, si tu veux faire fortune. Va, mon petit cousin, il n'y a rien de tel pour ramasser du bien que d'être méchant. Vois-tu bien, mon fils Mercœur est un fat. C'est qu'il ne m'a jamais voulu croire. Pour le duc de Beaufort, il est galant homme, mais il n'est pas encore assez méchant à mon gré. J'ai plus d'esprit que tous. C'est que leur mère est une bête. Les confidences de Vendôme à Brienne datent d'une dizaine d'années. Si depuis Beaufort n'a guère progressé en esprit, en revanche, pour ce qui est de la fourberie et de la méchanceté, il a su profiter des leçons de son père. À l'égard de celui-ci, il éprouve aujourd'hui une défiance égale au mépris
que ce père lui manifeste depuis toujours. Aussi, Beaufort n'hésite-t-il pas, au début de sa carrière de marin, d'écrire à Colbert: Employez votre crédit et votre adresse pour empêcher que M. de Vendôme n'aille à la mer. Il y va du service du roi. Ainsi, cet apprenti marin se permet-il de recommander qu'on interdise toute navigation à l'amiral de France, son propre père. Les défauts du duc ne feront que s'aggraver avec le temps. Son manque de lucidité et sa vanité basée sur la créance d'être le premier homme d'Europe ne lui permettront jamais d'entrevoir ses faiblesses. Mais Colbert, lui, en prendra rapidement la mesure. En 1666, lorsque Beaufort, pour la première fois de sa brève carrière maritime, viendra naviguer sur les côtes de l'Atlantique, il sera basé à Rochefort, siège de l'intendance de la Marine du Ponant, dont Colbert du Terron détient alors la charge. Colbert, inquiet, enverra à ce cousin, dans lequel il a une grande confiance, les observations et instructions suivantes. Sa Majesté, ayant remarqué depuis le temps que le duc de Beaufort sert à la mer, contre toutes ses bonnes qualités, il a quelques défauts auxquels il est très important de remédier pour éviter qu'il ne cause quelque préjudice au bien du service dans un emploi si considérable que celui de commandant de la dite armée. Elle désire que le sieur de Terron donne son application tout entière à les bien connaître pour y pouvoir apporter ensuite les remèdes qu'il estime convenables. Le premier de ces défauts est que le dit sieur duc entre un peu trop facilement dans le détail de toutes choses, non seulement pour les connaître, mais pour les faire lui-même, en sorte qu'il fait souvent les fonctions de tous les officiers de marine, ce qui produit de mauvais effets. L'un, qu'employant son temps à faire lui-même au lieu d'ordonner seulement et de faire faire, ce qui est son véritable métier, il ne lui en reste pas assez pour faire les réflexions et pour apprendre le métier de général, qui est le plus difficile de tous. L'autre est qu'il dégoûte en se faisant tous les officiers, lesquels, le voyant entrer dans ce détail avec esprit de leur ôter la gloire et la satisfaction de faire leur métier, le laissant bien souvent faire sans s'en mêler davantage. Il faut que le sieur de Terron le porte, avec toute son adresse, à bien donner ses ordres, s'appliquer à les faire exécuter et à donner tout le reste de son temps à bien apprendre son métier de général sans entrer dans les relations des officiers subalternes. Le second défaut est qu'il agit bien souvent de son chef, sans demander l'avis des principaux officiers, ce qui peut les dégoûter entièrement du service et les lui aliéner. Il est nécessaire que le sieur de Terron le porte à tenir souvent des conseils et à ne rien résoudre qu'avec l'avis des principaux officiers. Le troisième défaut du duc de Beaufort consiste en la façon de donner des ordres que l'on dit un peu confus et quelquefois même contraint les uns aux autres par défaut de mémoire. Le sieur de Terron observera si cela est véritable et tâchera de le faire connaître adroitement au dit sieur duc afin qu'il y remédie. Outre tout ce qui se passera dans les conseils, le sieur de Terron travaillera toujours à découvrir les sentiments de tous les officiers pour porter le dit sieur duc à ce qu'il estimera le meilleur, et aider par ce moyen, au peu d'expérience qu'il a de l'océan, n'y ayant navigué qu'en voyage de La Rochelle au Détroit. On ne peut être plus clair. Et, quelques mois plus tard, Colbert signalera à Terron un autre défaut du duc qu'il avait précédemment omis. Il faut que vous preniez garde qu'il ne tombe dans l'autre extrémité de ne rien faire, parce qu'elle serait encore plus fâcheuse que son trop d'activité. Il faut donc bien diriger cette activité et la vôtre. Que vous lui rendiez un compte exact, tous les jours au matin et au soir, ou 2 fois la semaine, ainsi qu'il le désirera. De tout ce qui concerne votre emploi, qu'il sache et eut une copie de l'inventaire de tout ce qui est dans vos magasins, qu'il soit même informé par un bon mémoire, de temps en temps, de tous les marchés, de tous les ordres que vous avez donnés et de toutes les mesures que vous avez prises. Dans une autre lettre,
Colbert témoigne à Téhéran de l'inquiétude que lui causent les incompatibilités d'humeur de Beaufort avec les autres commandants d'escadre, notamment avec les plus compétents. Je suis un peu en peine de remarquer qu'il n'y a pas grand concert entre M. de Beaufort et M. Duquesne, car ce dernier étant fort entendu en fait de marine, je suis persuadé que ses avis lui seraient tous les jours utiles. Tel est l'homme que, le 16 mai 1663, Louis XIV nomme commandeur en chef des escadres du Levant et des forces de mer et de terre pour cette expédition en Barbarie, une expédition qui lui tient pourtant à cœur. Le jeune Louis XIV est parfaitement averti des défauts de cet homme, qui fut un de ses ennemis parmi les plus farouches. Mais le lignage de François de Vendôme, duc de Beaufort, pair de France, chevalier des ordres du roi, et les liens de sang qui les unissent constituent à l'évidence pour lui, sinon une obligation de confier cette mission au duc, au moins une condition suffisante pour le faire. Le 3 juin, Louis XIV informe lui-même le commandeur Paul de la nomination de Beaufort comme commandant en chef de l'expédition de Barbarie. Lui ayant parlé d'un dessein à l'exécution duquel je destine ma flotte, il m'a prié si justement d'agréer qu'il soit de la partie, que j'ai bien voulu lui accorder satisfaction. Mais il ne faut pas faire semblant de savoir rien de tout ceci. Au contraire, vous devez attendre qu'il vous en parle le premier, et au reste agir à votre accoutumance pour le succès de l'entreprise. Cette lettre est pleine de sous-entendus. En insistant sur le fait que c'est à la demande expresse de Beaufort qu'il lui a confié ce commandement, le roi ne laisse-t-il pas percer un doute sur la validité de son choix? Comment Paul peut-il ou doit-il interpréter le secret que le roi lui demande de conserver et son ordre d'agir à son accoutumance pour le succès de l'entreprise? S'agit-il d'une liberté de manœuvre que le souverain lui demande vis-à-vis de Beaufort? On reconnaît là une technique de gouvernement chère à Louis XIV. Créer des liens directs avec plusieurs acteurs d'une même entreprise, demander à chacun des rapports secrets sur les activités des autres et avec les informations croisées ainsi collectées, espérer tout contrôler. Grâce à ces attaches secrètes, déguisées en complicité, à une répartition volontairement confuse des pouvoirs, Louis XIV joue des rivalités entre les responsables afin de garder la maîtrise des opérations. Je voulus partager l'exécution de mes ordres entre plusieurs personnes, avouera-t-il plus tard, afin d'en réunir toute l'autorité en la mienne seule. Élégante formulation de la célèbre maxime « diviser pour régner ».